Sunday Night Production. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce tout premier épisode de l'Iron Café, une émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons analyser avec nos invités les impacts de la Covid-19 sur le monde du running. Un vaste sujet, c'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, comment la Covid-19 va-t-elle impacter le monde de la course à pied sur la saison 2020-2021 ? Puis en deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur l'actualité running de cet été, avec entre autres l'UTMB en solo de l'ultra-trailer espagnol Pau Capel, les derniers savoureux championnats de France du 10 000 mètres sur piste. Et enfin, nos invités nous donneront leurs pronostics sur le très attendu duel du marathon de Londres entre l'Éthiopien Kenisa Bekele et le Kenyan Eliud Kipchoge. Et pour parler de cette riche actualité, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table 3 invités. La première est une Normande, résidente de l'INSEP, athlète spécialiste du 3000 mètres steeple et du cross-country. Il s'agit de Maïva Danois. Maïva, comment ça va ? Je crois que ça a été un peu sportif pour venir au studio ce matin. Bonjour à tous, donc très contente d'être là. Oui, un peu sportif. J'avais entraînement et j'ai voulu venir à vélo et petit accident au château de Vincennes, mais voilà, je suis là et je suis très heureuse d'être avec vous et encore plus pour enregistrer un nouveau podcast dans la tête d'un coureur. Eh ben, le plaisir est partagé et nous sommes aussi en compagnie de Jean-Philippe Allard, fondateur du Trail Africa Organisation et membre organisateur des 20 km de Paris. Jean-Philippe, comment ça va toi ? Est-ce que t'as pas eu d'accident de vélo pour venir, rassure-moi ? Non, bonjour à tous. Non, j'ai pas eu d'accident de vélo. Je suis venu en vélo. Bon, je suis arrivé un petit peu transpirant, mais depuis j'ai eu le temps de sécher et donc tout va bien et je suis prêt à répondre aux questions et à évoquer ce sujet d'actualité. Super. Et enfin, nous sommes aussi en compagnie d'une personne assez connue quand même du podcast dans la tête d'un coureur. Il s'agit de Frédéric Bellouz, entraîneur du groupe élite au Stade français Athlétisme. Fred, merci d'avoir répondu présent pour cette première émission du Iron Café. Est-ce que ça va toi ? Écoute, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maëva, bonjour Guillaume, bonjour Jean-Philippe. Moi, ça va très bien et puis ravi que tu m'aies invité pour cette première de ce nouveau format. Eh bien, si tout le monde est là et que tout le monde va bien, c'est parfait. Je vous propose qu'on rentre donc maintenant dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Souvenez-vous, tout a commencé le samedi 29 février 2020 par un post publié sur les réseaux sociaux du semi-marathon de Paris pour annoncer le report de la course à cause du coronavirus. Et là, on peut dire que ça a été un petit peu le début de la fin pour les coureurs. Car depuis, on ne compte plus malheureusement les annulations de courses. Par exemple, on peut citer l'annulation de l'Eco-Trail de Paris, du marathon du Médoc, du Land d'Annecy, du semi-marathon de Lille et malheureusement les 20 km de Paris n'ont pas résisté à cette hécatombe. Jean-Philippe, toi tu es l'un des co-organisateurs de cette course mythique. Comment est-ce que tu as vécu tout ça de l'intérieur et à quel moment tu as compris que c'était mort et que malheureusement la course n'allait pas avoir lieu en 2020 ? Mais en fait, effectivement, on a vécu donc toutes ces mauvaises nouvelles. J'étais sur le salon du semi quand il a été annulé la veille de la course. Donc là, on s'est dit ça va être effectivement compliqué, mais néanmoins on restait optimiste puisqu'il y avait toujours un certain degré d'incertitude sur la propagation de cette pandémie et donc on est rentré dans une phase où on était dans une phase interrogative. On s'est dit il faut qu'on se prépare pour l'avenir, mais en même temps on va essayer de faire tout ce que l'on peut pour maintenir l'événement. Et on était à l'écoute de l'actualité et on était à l'écoute des recommandations qui allaient poindre pour organiser l'événement. C'est vrai qu'au début, on y croyait. On pensait même que ça allait durer peut-être 15-20 jours. Beaucoup pensaient encore que le marathon de Paris pourrait aller avoir lieu, que l'UTMB. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça. Effectivement, c'était vraiment très incertain et c'est vraiment on a eu toute une période d'incertitude où on n'a pas trop communiqué, on est resté relativement silencieux et puis à un moment donné, il a fallu trancher. Fred, ces dernières semaines, les choses semblent quand même s'arranger avec pas mal de courses qui ont pu être maintenues, notamment sur trail. On peut citer par exemple l'EDF Sinistour, l'Échappée Belle ou encore plus récemment le Trail des Passerelles avec plus de 730 athlètes à l'arrivée. Ça fait quand même un beau peloton de coureurs. Sur route aussi, on a vu des courses avoir lieu, le semi de Briançon, le semi de Saint-Omer dans le Nord, avec d'ailleurs de très belles performances à la clé, il faut le souligner. Du coup, est-ce que tout va rentrer dans l'ordre ? Est-ce que maintenant, on peut s'entraîner sereinement sans avoir peur que les courses s'annulent ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel ?
Alors, est-ce qu'on voit le bout du tunnel? J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on a vu cet été un certain nombre de courses qui ont été maintenues. Alors là, je vais vraiment parler des courses hors stade, parce qu'on reviendra sur la piste plus tard, avec des traitements assez finalement différents suivant la nature des courses, que tu as parlé des courses qui étaient maintenues. Parallèlement, on a eu l'annulation des championnats de France de semi-marathon au Sables d'Olonne, alors que les Sables d'Olonne organisent et ont l'autorisation pour un Ironman 73. Donc il y a quand même des questions qui se posent et tous les athlètes qui s'entraînent, et quand tu es entraîneur, tu es obligé de prendre ça en considération, c'est que tu dis finalement je m'entraîne, mais est-ce que ça va être maintenu, pas maintenu? Alors c'est pas de la peur, mais il y a toujours une forme d'incertitude. Ce qui semble assez clair, c'est que les grands événements internationaux ou qui ramènent énormément d'athlètes venant des quatre coins du monde. On parlait des 20 km de Paris, mais c'est la même chose pour semi et marathon de Paris qui était programmé pour l'automne. Là, on se dit c'est fini, on essaye de se rabattre sur des entre guillemets, il n'y a aucun aspect péjoratif dans ce que je vais dire, des plus petites courses, mais même celle-ci semble avoir des traitements assez différents. Et je dirais que malheureusement pour moi qui suis en Île-de-France, on semble être plus touché par les annulations ou les non-autorisations, que ce soit de courses. Alors que je parle de l'Île-de-France, mais les grandes métropoles fonctionnent un peu comme ça. Voilà, mais après, on a vu dans le Nord, que Saint-Omer, c'est dans la région du Nord, vers Lille. On voit qu'il y a quand même de grands événements qui peuvent être maintenus. Donc espérons que les choses rentrent un peu dans l'ordre. Comment ça se passe, toi, Jean-Philippe? Là, Fred faisait référence au championnat de France du semi-marathon qui a été annulé, alors qu'il y a eu une compétition de triathlon qui a pu avoir lieu. Vous communiquez avec qui? Qui c'est qui vous donne les autorisations? On dit OK, on peut courir, on peut pas courir. Comment ça se passe dans le détail? Est-ce qu'on peut savoir un peu qui c'est qui vous donne le go ou pas? En tout cas, pour les 20 km de Paris, nos interlocuteurs, c'est la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris. Et de toute façon, en situation nominale, de toute façon, un événement est toujours soumis 2 ou 3 jours avant à obtenir l'autorisation de la préfecture. Alors, il y a des travaux qui sont faits avant et en général, on l'obtient tout le temps. Sauf que dans cette période de pandémie, eh bien, effectivement, l'autorisation est toujours soumise au préfet et selon la région dans laquelle on est, selon la taille de l'événement, selon la psychologie du préfet, on peut le dire, et selon les mesures gouvernementales, eh bien, l'autorisation est délivrée ou n'est pas délivrée. Et donc, c'est ce qui fait finalement cette impression de décision disparate et quelquefois inégalitaire. En tout cas, on voit que le vent commence un petit peu à tourner et de plus en plus de courses sont annoncées comme maintenues. Alors, on va voir si elles vont avoir lieu, mais c'est en tout cas des nouvelles qui sont rassurantes parce que c'est vrai qu'au début de cette crise, on pouvait être inquiet sur l'avenir du running. On se souvient notamment de la déclaration de Roxana Marcianianou, notre ministre des Sports, qui déclarait dans la presse que le sport n'était pas une priorité, fermez les guillemets. C'était vraiment à se demander si pour le gouvernement, le sport n'était pas finalement qu'une affaire de lubie ou de passion. Pourtant, c'est quand même des enjeux qui sont énormes. Alors, il y a évidemment les enjeux de santé publique, mais aussi c'est une économie à part entière qui génère quand même à elle seule en France 20 milliards de revenus et 300 000 emplois qui sont directement liés à ce secteur. Donc les enjeux en termes de sport sont importants, ça dépasse la passion. Et tous ces acteurs du sport, que ce soit les athlètes, les organisateurs de courses, les équipementiers, les médias comme nous, des fois on peut avoir l'impression de peut-être pas être suffisamment compris, considéré par les autorités. Maïva, toi en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que tu es inquiète par cette situation-là? Dans quel état d'esprit tu commences cette nouvelle saison? Est-ce que tu es confiante? Alors, nous, tout a commencé par l'annulation des championnats de France de cross. Donc, c'est vrai que l'annonce de cette annulation nous a semblé tout d'abord impossible et inconcevable. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que même en tant qu'athlète, quand on en parle entre nous, en tout cas à l'INSEP, on a su s'adapter et on est prêt à s'aligner sur n'importe quelle ligne de départ. Et j'ai tendance à voir toujours un peu le côté positif des choses. Je trouve qu'aujourd'hui, on a envie de courir en France, en fait. En tant qu'athlète international, on avait tendance à vouloir aller dans des meetings à l'étranger. Et aujourd'hui, on veut courir en France. On veut redonner de l'importance aux courses sur route, aux événements qui peuvent être organisés ici. Et voilà, bon, je me suis longtemps laissée bercer par les compétitions, ça vient pas, ça s'annule pas.
Et j'ai pas envie de dormir. Clairement, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, c'est très important. Et le fait d'être dans l'attente, ça nous met aussi dans une position, un peu plan-plan, où on attend que ça se passe. Je vais peut-être faire un 10 km dans 10 jours, c'est pas sûr, c'est sûr. Non, je pense qu'il faut se donner des objectifs et continuer à garder cette rigueur qu'on avait avant le Covid. Et tu arrives à rester mobilisé, tu arrives à rester concentré sur les entraînements. On sait qu'il y a des séances qui sont dures sur piste, des fois on peut se faire mal. Et qu'est-ce qui nous motive ? C'est un petit peu la carotte, c'est la compétition, c'est le chrono qui est à la clé. Là, cette incertitude, est-ce que toi, tu as l'impression que des fois, quand c'est un peu dur, on manque un peu de niaque ? Personnellement, je me dis qu'il faut être prête pour demain, il faut être prête pour après-demain et ne pas se laisser dormir dans l'entraînement. Je pense qu'il faut rester motivé. D'accord. Jean-Philippe, Fred l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit que les courses s'organisent, et notamment sur trail. Il y a eu beaucoup de courses trail qui ont été organisées cet été. On a vu aussi pas mal de meetings, que ce soit à Marseille prochainement, le meeting de Monaco, qui ont eu lieu. Néanmoins, pour les courses sur route, ça semble être un petit peu plus compliqué. Alors, est-ce que les organisateurs de courses sur route n'auraient pas tendance quand même à un petit peu vite jeter l'éponge en annulant plutôt qu'en cherchant des solutions à maintenir les courses ? Parce qu'on peut avoir l'impression que quand on est coureur sur route, vraiment, c'est que c'est compliqué de trouver une course, alors que sur trail et sur meeting, ça a lieu. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté des organisateurs ? Voilà, je te pose la question comme je la pense. Je ne pense pas. Je pense que tous les organisateurs de grands événements sportifs, pour avoir discuté avec le patron du marathon de Paris et à d'autres gros événements, tout le monde a envie d'organiser son événement et tout le monde a envie de le faire. Sauf que il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension des autorisations d'État, donc on est soumis au préfet, et le fait que les gros événements engagent des masses économiques qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a souvent des salariés, il y a des coûts à engager qui sont importants, et donc on ne peut pas se permettre de lancer l'événement et d'avoir une annulation à 3 jours ou 4 jours de l'événement, parce que bien évidemment les assurances, elles oublient d'être là en ce moment. On l'a vu pour les restaurateurs, on le voit que pour les organisateurs de grands événements, c'est le même problème. On n'a aucune garantie d'être assuré. Donc, l'organisateur, il est partagé entre son envie de faire et son envie de rassembler les coureurs. Et finalement, le risque le plus important pour lui, c'est pas tellement le risque sanitaire ou le risque de se dire que à l'issue de son événement, il va y avoir des cas embêtants, mais c'est plutôt l'incertitude de ces autorisations, l'incertitude économique et les risques que l'on prend, qui sont importants à ce niveau-là. D'accord. Dernièrement, on a vu des grosses courses s'annuler. Je pense notamment au semi-marathon de Paris, au marathon de Paris, dans la confusion générale, avec beaucoup d'ambiguïté, des communiqués de presse qui sont tombés où le coureur ne savait pas trop si la course allait ou pas avoir lieu. Il n'y a pas une responsabilité des organisateurs, un manque de transparence auprès des coureurs, et on peut avoir l'impression qu'on passe un peu pour la dernière roue du carrosse, quoi. Après les enjeux économiques et les enjeux sanitaires, on pense aux coureurs. Il y a une responsabilité des organisateurs. Fred, un manque de transparence, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, si je me place du côté des coureurs et de leur entraîneur que je suis, évidemment, on aimerait être prévenu à chaque fois, toujours le plus tôt possible. Mais comme le disait très bien Jean-Philippe, je pense que en fait, tout le monde aimerait communiquer le plus vite possible, mais finalement, on ne sait pas trop où on avance. Il y a quand même cette volonté d'y aller. Alors, effectivement, quand on est prévenu d'une annulation, on trouve toujours qu'on est prévenu trop tard. Mais si on avait été prévenu que fin septembre c'était toujours maintenu, on n'aurait pas estimé que l'annonce du maintien arrivait trop tard. En fait, c'est et je comprends les coureurs parce que j'ai aussi très longtemps couru. C'est la frustration qui nous pousse à, entre guillemets, devoir déverser sur quelqu'un, et finalement le plus facile sur lequel déverser, ça va être l'organisateur de la course. Mais très concrètement, je pense qu'ils essayent de maintenir. On le voit avec des marathons internationaux. Il y en a un qui a lieu dans le sud de l'Espagne début décembre, et tous les athlètes se demandent est-ce qu'il va être maintenu, est-ce qu'il va pas être maintenu, est-ce que ça va être comme Londres, juste une course élite, parce que c'est un bruit qui court. Et du coup, des fois, on est nous-mêmes questionnés, tu le sais bien, et on ne sait pas quoi répondre. C'est parce que on est soumis à tellement finalement de contraintes, d'évolution de la situation, et puis une sorte de pression
de pression sociale. On l'a vu sur Paris. Lorsqu'il y a eu les premières phases de déconfinement, on était un peu vite montré du doigt. Donc, même si on avait les autorisations et que finalement on organisait un événement de 20 000 personnes, même avec des départs différés en région parisienne, et qu'après on ait un petit rebond, même sans gravité, on dirait bah voilà, telle région, c'est pas montré responsable. Il y a tout ce poids qui pèse sur les décideurs. Et qui font que des fois les décisions, effectivement, on peut avoir des décisions contraires qui sont prises. Et on l'a vu encore dernièrement, alors pour le coup avec un triathlon fameux parce que c'est l'Embrunman qui avait eu un protocole très strict, qui n'est pas un triathlon qui, même s'il est très connu et très fameux, ne rassemble pas 20 000 personnes. Ils avaient tout mis en place et finalement le préfet a refusé pourtant avec un protocole qui était bien huilé. Donc est-ce qu'il n'y a pas des enjeux politiques aussi à ça? Parce qu'on peut se poser des questions. Tu vois, si on prend l'exemple de la ville de Nice avec Christian Estrosi, alors c'est pas pour le citer, mais il va annuler le triathlon parce que tout simplement, en fait, c'est pas des électeurs niçois, c'est des gens qui viennent de la France entière, et il va conserver un concert de The Avener gratuit avec plus de 5000 personnes où on sait pertinemment qu'on pourra pas du tout contrôler les gestes barrières parce que dans un concert, dans un festival de musique, c'est pas possible, et qui va maintenir parce que tout simplement c'est ses électeurs, c'est un concert gratuit, Et donc, est-ce que les politiques aussi est-ce qu'il y a d'autres enjeux que la santé publique qui rentrent en compte? On peut se poser cette question-là. Mon point de vue, c'est que c'est clair. C'est clair que les enjeux politiques ils rentrent à 200% dans cette logique. Est-ce que les gens s'inscrivent sur les courses en ce moment, Jean-Philippe? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette risque-là? Est-ce que si demain on organise une compétition, est-ce que l'organisateur va se dire est-ce que tout simplement les gens vont s'inscrire et vont avoir envie de s'inscrire malgré ces enjeux-là? Alors, moi je pense que les gens ont envie de s'inscrire, c'est ce que disait Maëva, les gens ont envie de courir, que ce soit les athlètes de très haut niveau, que ce soit mettre à profit toute voilà. cette période de confinement où tout le monde s'est mis au sport et on a vu mais le running grandir aussi, et ça a été peut-être choquant sur des images à la télé. Mais voilà, quand un Parisien vit dans 10 mètres carrés, je trouve ça totalement normal qu'il ait envie de mettre les running et d'aller courir. Donc mettre à profit aussi cette période de confinement et d'aller courir aux 20 km de Paris. Et c'est certainement un des aspects les plus frustrants, certainement pour tous les coureurs et toutes les coureuses de la situation actuelle. Parce que finalement, on a été le seul sport autorisé pendant cette période la plus dure du confinement. Et au final, quand on est déconfiné, on est presque les plus pénalisés dans le cadre de nos événements sportifs. Donc en fait, il y a une forme d'anti-parallèle des choses qui font qu'on ne le comprend pas forcément. Ouais. Autre séisme qui a touché le monde du running dernièrement, le port du masque pour les runners. Alors d'abord annoncé comme obligatoire à Toulouse, puis Paris et dans la plupart des grandes villes de France, puis finalement annulé 24 heures après dans la confusion générale. On peut dire que les coureurs ont eu chaud. Fred, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Est-ce que c'est finalement une bonne chose d'autoriser les coureurs à ne pas porter de masque? Quand on regarde les statistiques en matière de lutte contre le coronavirus, ils sont assez clairs. Le masque semble quand même être l'une des choses les plus efficaces en matière de prévention. Et quand tu regardes les pays qui l'ont adopté, et les villes asiatiques notamment comme Hong Kong, la Thaïlande, Singapour, eh bien, le taux de contamination pour 100 000 habitants est très bas. Et les pays qui, eux, n'ont pas du tout imposé le masque, voire même ont été un petit peu défiants par rapport à ça, eux ont des taux qui explosent. Je pense notamment au Brésil, aux États-Unis ou à la Suède. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'autoriser les coureurs à courir sans masque? Voilà, je suis désolé, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est vraiment une bonne décision si on prend un peu de hauteur et qu'on réfléchit en termes de santé publique? Est-ce que c'est pas dangereux quand même? Est-ce que, Guillaume, excuse-moi, est-ce que tu as couru avec le masque pendant 1 heure? Alors j'ai fait un test, c'est sportif. Mais après, il y a quand même des enjeux de santé publique qui sont importants. Alors moi, je dirais que dans tes enjeux de santé publique, on oublie aussi ce que je qualifierais la dimension psychologique de la santé publique, parce que notamment faire du sport, et on l'a vu dans la période de déconfinement, permet de décompresser et peut-être de lâcher le trop-plein de pression qu'on peut avoir. Et peut-être que, alors après, les études, elles vont pas toutes dans chaque dimension des choses. Mais est-ce que si par exemple on imposait le port du masque à tout le monde dans toutes les circonstances, est-ce que ce qu'on gagnerait en taux de contamination, on le perdrait pas en fracture psychologique, fracture sociale au sein de la société? Ça, c'est très difficile à dire, donc je vais pas me faire un juge sur cette question-là.
Je pense qu'en tout cas, Eva le disait, courir avec un masque, c'est très compliqué. Et au-delà de ça, on a quand même suivant la qualité des masques, les types des masques, des problématiques aussi d'ingestion des microfibres dans les poumons et qui sont pas forcément favorables à justement une bonne santé publique. Donc, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Et effectivement, moi, j'aurais été presque plus partisan de dire vraiment, il y a des zones où on estime qu'il y a beaucoup de population. Par exemple, sur Paris, on va éviter de courir dans les rues, mais il y a quand même des zones, les bois, les parcs, où vraiment on peut dire, voilà, vous allez courir sans masque. Essayer de délimiter pour pas que les gens qui eux ne sont pas sportifs, pour pas cliver la société. Parce que c'était ça un peu le risque pour moi, c'est finalement de dire il y a les coureurs qui soient joggeurs ou athlètes plus confirmés qui sont totalement inconscients et qui pensent qu'à eux et qui transpirent et qui tout sautent et qui vont contaminer les autres. Voilà, quand même le faire dans le respect, on en avait déjà parlé dans nos émissions sur le confinement. Aussi la responsabilité du coureur qui lorsqu'il croise des gens et qu'il est en sueur ou autre, marque une petite distance parce qu'on ne sait pas comment réagissent les gens qui sont en face, on ne connaît pas non plus leurs problématiques de santé particulières, donc il y a peut-être des personnes à la santé fragile, donc faisons attention et ne nous disons pas, voilà, on est coureur, on a le droit de faire notre sport sans masque, donc on fait comme si on avait tous les droits. Je pense que c'est juste du bon sens et du respect de l'autre tout simplement. Donc pour vous, bonne décision. Pas de masque pour les coureurs, pour vous c'est une bonne décision. Maëva, comment ça se passe à l'INSEP, les mesures sanitaires pour vous entraîner? Est-ce que vous arrivez à vous entraîner sereinement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les protocoles qui ont été mis en place à l'INSEP? Alors, c'est assez compliqué d'avoir son masque, honnêtement, d'un point de vue physio déjà. Respirer son gaz carbonique que tu rejettes quand tu cours, c'est vite oppressant et ça peut vite entraîner des malaises. Au sein de l'INSEP, les protocoles ont été très clairs. On a un sens de circulation, des bornes pour se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, le port du masque en dehors des installations sportives. Voilà, la rigueur y est, on est rigoureux dans notre pratique sportive, on est aussi là pour montrer l'exemple, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pratiquer le sport avec le masque, c'est quand même assez compliqué. T'as essayé de courir, toi, avec alors, j'ai essayé et honnêtement, ça a été catastrophique, la cata. Après, pourquoi pas être équipé de masques hypoxie voilà, l'utile à l'agréable. Non, mais c'est très compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que cette mesure, elle est dangereuse pour la course à pied, tout simplement parce que les gens vont arrêter de courir. Il y a eu des mesures pour la santé publique qui ont été mises en place, le manger bouger, ça fait 10 ans qu'on fait de la prévention et ça commençait à marcher. Les gens vraiment ont pris conscience qu'ils devaient faire du sport, notamment sur tout ce qui est lié à perte de poids. Aujourd'hui, on n'entend plus de gens dire « Ah, j'ai pris du poids, il faut que je fasse un régime ». Les gens disent « J'ai pris du poids, il faut que je fasse du sport ». Et ça, déjà, ce changement des mentalités est hyper important. Mais il y a aussi les enjeux financiers, il y a des acteurs dans qui c'est le business. Et là, c'est leur mettre le fusil sur la tête, quoi. Est-ce que toi, Jean-Philippe, tu trouves que l'État a conscience qu'aujourd'hui, le sport, il y a des enjeux de santé publique, des enjeux économiques, et que c'est pas seulement une lubie, et que c'est un secteur à part entière? Est-ce que tu sens aujourd'hui que l'État a pris conscience de ça? Alors, je pense qu'effectivement, ce sont des éléments de bon sens que beaucoup de gens dans la population partagent. C'est du facteur de santé, c'est facteur de lien social, c'est facteur de beaucoup de choses positives. Tu as nommé la campagne Manger Bouger. Par contre, effectivement, on peut considérer qu'au niveau des instances politiques, ça ne se traduit pas réellement dans leur communication ou dans leurs décisions. J'entendais encore ce matin à la radio, on parlait des secteurs en difficulté, on parlait de la culture, on parlait du tourisme, mais on parlait pas du sport. Et pourtant, c'est complètement contradictoire parce que Paris est censé accueillir les Jeux en 2024. Eh bien, exactement. Donc, on a constaté le silence de notre ministre des Sports. Effectivement, le sport n'est pas la priorité. Déceptif. Je pense que là, ministre des Sports, elle est pas du tout promoteur du sport et défense des valeurs du sport et défense de l'économie du sport. On a aussi Paris 2024 qui a été relativement silencieux également pendant cet aspect-là. Et puis les fédérations, la fédération de tutelle, elle a donné des préconisations, elle a fait un certain nombre de choses, mais on l'a pas non plus vu très active pour défendre les organisateurs de courses, défendre les clubs, défendre toute cette économie qui souffre aujourd'hui et faire comprendre que le masque en milieu confiné, le masque dans des grandes densités de population, ça se comprend et c'est de bon sens, mais quand on est tout seul dans la forêt ou dans un parc
courir avec un masque, c'est assez absurde. Et donc finalement, les autorités s'y sont rangées. Mais assez vite, on aurait pu comprendre que c'était absurde comme mesure. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, Fred, tu en parlais tout à l'heure, tu sais, on l'a vu pendant le confinement, on a beaucoup montré du doigt les coureurs en disant qu'ils étaient responsables, beaucoup d'articles dans la presse assez nauséabonds, qui caricaturaient les coureurs. Est-ce que peut-être il n'y a pas un risque auprès de la population à qui on impose le masque, qui voit courir des coureurs se dire tiens, c'est un privilège. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation, de revenir un peu d'un mouvement anti-runner qu'on a vu? Je sais pas, Maïva, si toi aussi tu as eu des fois un peu le regard des autres. Alors c'est pratique, c'est vrai que quand on court maintenant, les gens se poussent assez facilement, c'était pas le cas avant. Puis il y a des sprints qui se font aussi. Mais est-ce que tu as des craintes que ce mouvement un petit peu anti-runner revienne avec, on n'aime pas les privilèges en France, en tout cas les privilèges auxquels on n'a pas accès, on n'aime pas ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la tension va un peu grimper si les cas remontent? Moi, il y a toujours ce risque. Est-ce que je le crains? Non, parce que je suis déjà pas d'une nature craintive. Finalement, comme tu le soulignais, il y a eu quelques expressions défavorables vis-à-vis du monde de la course à pied pendant le confinement. Mais globalement, moi, j'ai jamais vu autant de personnes courir. J'ai plutôt vu des réactions de, en même temps, c'est la seule chose autorisée, donc je vais le faire. Donc, moi, je trouvais ça super, vraiment. J'ai vu des personnes courir dans mon quartier, et sincèrement, c'est à mon avis des personnes qui avaient même jamais couru de leur vie. Et là, je parle pas forcément de personnes qui ont 20 ans. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà. Après, il y aura toujours, on n'évitera pas les gens qui sont aigris, qui diront, oui, mais ils ont le droit, tatati, tatata. Après, je le crains pas. Sincèrement, je le crains pas. Et après, c'est aussi, comme je le disais, de notre responsabilité d'acteurs de ce monde-là, de faire globalement attention. Mais comme en toute situation, il y aura jamais 100% d'adhésion à une décision faite que certains, que ce soit les gens qui se déplacent en vélo ou en trottinette ou les gens qui courent, ne soient pas obligés de porter le masque. Il y aura toujours qui râleront comme ça parce que voilà. Mais globalement, moi j'ai plutôt quand même le sentiment que d'une manière un peu générale, c'est assez compris et partagé. Je trouve qu'on est plutôt dans la compréhension et la bienveillance finalement. Maïva, toi tu avais couru pendant le confinement, est-ce que tu avais senti un petit peu cette défiance et c'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Est-ce que c'est bien vu aujourd'hui de courir sans masque? Alors oui, j'ai continué à m'entraîner, j'ai pas arrêté parce que ça reste mon travail et que je me devais pas d'arrêter. Je reviens de blessure, donc avoir un deuxième arrêt supplémentaire dans ma carrière, c'était inconcevable. Après, j'estime que communiquer sur les réseaux, sur mes entraînements et tout, ça n'avait pas lieu d'être parce que c'était irrespectueux envers tout ce qu'il y avait dans l'actualité. Et voilà, donc ça a été un peu une période où j'ai pas forcément montré mes entraînements. Mais voilà, c'était un choix et quand j'observais à la télé, oui, tous ces runners qui couraient, mais oui, j'étais à la fois satisfaite parce que je me dis les gens trouvent enfin le remède à la frustration, à tout ce qu'il peut y avoir dans leur quotidien, le stress, quelque chose qui leur fait du bien. Donc je pense que le running a apporté beaucoup de bien-être dans cette période, mais oui, non, faut que ça continue et voilà, j'espère que les courses sur route vont pouvoir permettre à ces personnes-là de mettre à profit. On va être optimiste. On voit que les courses sur route, quand même, il y en a certaines qui s'organisent et qui sont maintenues. On voit quand même que le vent est en train de tourner. Alors ça dépendra évidemment de l'évolution du virus. Une grosse échéance qui est censée arriver cet été. Tokyo 2021. Alors, est-ce que vraiment on y croit? Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu cette année? Maëva, toi qui es à l'INSEP, c'est quoi un peu l'état d'esprit? Tous les sports se croisent, hein. Tu dois croiser des judokas, plein de sports. Donc c'est quoi un petit peu l'état d'esprit en ce moment à l'INSEP? Est-ce que les athlètes pensent vraiment que les Jeux vont avoir lieu en 2021? Alors il y a plusieurs avis, hein, honnêtement. Faut faire comme s'ils allaient avoir lieu, hein, tout simplement. Dans l'entraînement, mais oui. Alors je peux concevoir que les athlètes, quand ils s'entraînent, se disent ils vont avoir lieu, mais est-ce qu'au fond de vous y croyez ou pas? Est-ce que toi, tu y crois? Est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Parce qu'on peut s'imaginer que tous les pays, est-ce que le Japon va accepter ça? C'est des trafics de population. Alors, on peut pas faire pire, hein, je crois que les Jeux Olympiques, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'au fond, toi, tu y crois, toi? Avec mes yeux d'athlète, j'y crois. Avec mes yeux un peu...
Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est vrai que je pense que des organisateurs peuvent être sceptiques parce que c'est compliqué et que le choix ne dépend pas que des athlètes, malheureusement, il dépend de la situation autour, donc s'adapter. Vous en pensez quoi, vous, messieurs ? C'est toujours difficile de faire des pronostics. Je suis comme Maëva, en tant que coureur, en tant que spectateur, je crois aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Après, il y a tellement d'incertitudes. C'est à la fois la situation sanitaire du monde, puisque là on raisonne au niveau du monde, et donc ça, il faut voir qu'en Amérique du Sud, aux États-Unis, un petit peu, il faut qu'ils descendent dans la répercussion de la pandémie. Il faut qu'ils soient dans la situation où on est aujourd'hui. C'est pas encore le cas. Et puis ensuite, il faut que ça dure, et à partir de là, ça sera une décision politique, encore une fois, qui viendra décider de le faire. Il y a beaucoup d'enjeux économiques, dont ça c'est le côté optimiste. Il y a des enjeux économiques, donc on voit bien que les événements qui ont des enjeux économiques sont plutôt favorisés par rapport aux petits événements, en tout cas aux événements qui n'ont pas d'impact médiatique. Donc oui, je suis optimiste. Super, bon, c'est plutôt rassurant. Fred, comment ça se passe dans les clubs, toi qui es entraîneur au Stade Français Athlétisme? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'une chute libre des licenciés? Parce qu'avec ces incertitudes auprès des courses, est-ce que voilà, ça va pas être dramatique au niveau des clubs? On sait que la santé financière des clubs elle est déjà extrêmement fragile en France. Est-ce que toi tu constates une chute, une baisse ou une stagnation des licences? Là, on est en tout début de saison, donc ça va être difficile de tirer des enseignements. C'était clairement un risque. C'était clairement un risque, et je pense que c'est pour ça que il y a quand même eu l'organisation. On n'a jamais eu autant de meetings sur tout le territoire français que sur le mois d'août. Sincèrement, moi, même en Ile-de-France, on avait au moins 2 par semaine. Donc voilà, je pense que les efforts ont été faits vis-à-vis des athlètes, et là je parle les efforts de la part des organisations locales, des comités d'athlétisme départementaux qui se sont vraiment mobilisés pour réaliser des compétitions. La question va peut-être plus se poser effectivement sur tout ce qui concerne le hors-stade, parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent mais finalement à quoi ça sert que je me paye une licence cette année, parce que je ne sais pas trop quelle course va y avoir. Globalement, c'est là aussi que je trouve qu'il y a un petit manque. On en parlait tout à l'heure de nos instances dirigeantes qui sur cet aspect-là font totalement les morts et qu'on n'entend pas s'exprimer vraiment. Moi, de ce que je constate concrètement, en tout cas pour ce qui est de mon groupe et du club, ça va, on se maintient. C'est pas l'année où on va avoir le record de nouvelles adhésions. Ça, c'est clair qu'en plus, souvent, nous, on compte sur les grands événements estivaux. Il devait y avoir les JO. Cette année, on devait avoir vraiment le double bénéfice, parce que les JO à Tokyo et après les championnats d'Europe d'athlétisme à Paris. Donc, souvent, on ne va pas dire on capitalise là-dessus, mais on se dit toujours, à la rentrée, on va avoir beaucoup de gens. Ça crée des vocations. Quand il y a les Jeux Olympiques, les explosions des licences, elles augmentent. Parce que les gens voient du demi-fond, du fond à la télé, et donc ils ont envie de s'inscrire. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie publicité. Il n'y a pas eu cette année. Voilà, exactement. Et puis, comme je te disais, normalement, les championnats d'Europe d'athlétisme à Paris même, qui, à mon avis, auraient créé encore plus de vocations. Après, voilà, je pense pas qu'on va tomber sur une année noire. On le verra bien. On pourra tirer les conclusions à l'automne, mais bon, voilà, c'est sûr que on va plus perdre un peu que gagner. Ça me paraît un peu évident. Et surtout parce qu'il y a quand même une certaine partie de la population, notamment par rapport aux plus jeunes, les parents qui vont peut-être hésiter à mettre leurs enfants dans des activités plein air comme ça. Chez les adultes, je pense qu'il y a plus de recul. Mais par contre, les parents vont peut-être plus réfléchir à dire est-ce que je mets mon enfant dans ce type d'activité ou non, parce que voilà, on brasse quand même, mais on a quand même des protocoles, on a des consignes, on les applique. Et puis l'avantage, c'est que c'est outdoor. Et donc dehors, les gens pensent que dehors, ils sont quand même plus protégés que dans des milieux confinés, dans un gymnase ou à faire du judo, des sports de contact. Tu parlais des fédérations qui peut-être sont un petit peu silencieuses en ce moment. Comment vous êtes accompagnés, les clubs, les organisateurs de courses, les athlètes? Maëva, je me tourne vers toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un vrai accompagnement de la Fédération française d'athlétisme? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Je ne sais pas, des numéros verts, c'est des questions. Est-ce que vous avez un soutien? Comment ça se passe auprès de la fédération en ce moment? Est-ce qu'ils prennent ça à bras le corps? Ils ont conscience des enjeux? Est-ce qu'ils vous accompagnent?
Alors, on n'a jamais été aussi bien accompagnés que pendant le confinement où on avait quasiment toutes les semaines notre référent DTN au téléphone pour prendre des nouvelles, savoir où on en était dans notre préparation, si on arrivait à s'organiser. Donc, non, on a la chance d'avoir une fédération qui nous soutient et qui nous entraîne à aller vers les échéances à venir. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'organisateurs, entraîneurs et athlètes, on prend tous la même ligne de départ. On est dans une course où on ne connaît pas l'arrivée et où il faut qu'on donne le maximum quoi qu'il arrive et on saura s'adapter. Comment ça se passe pour les athlètes de haut niveau? On voit que la fédération française semble assez mobilisée. Pour les athlètes amateurs, comment ça se passe pour les courses sur route? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'ils vous aident à organiser les courses pour que ce qui fait le 99,9% des licenciés, c'est-à-dire les coureurs passionnés amateurs, est-ce que là ils sont présents aussi et pas seulement que pour le haut niveau? Alors la fédération est présente, alors si je prends le cas des 20 km de Paris, la fédération est présente depuis quelques années par un soutien en termes de partenariat et donc un soutien en communication. Donc effectivement, ça nous permet d'accéder aux licenciés pour pouvoir dire que l'événement est là, dire qu'on a besoin de coureurs et que l'événement est très festif. Donc on est soutenu à ce titre-là, on a de bonnes relations avec la fédération. Dans le cadre de cette crise Covid, pour le coup, on n'a pas eu de contact avec eux sur le sujet, on n'a pas été spécifiquement aidés. On a fait notre travail, nous, d'analyse, jusqu'à ce qu'on prenne la décision d'annuler. Et au moment où on a annulé, il n'y avait encore pas vraiment de recommandations qui ont été faites. Donc sur ce sujet Covid, non, on n'a pas été accompagné, on ne leur a pas demandé non plus de l'aide, mais on est aidé dans la mesure des possibilités de la fédération en tant que gros organisateur. Mais c'est vrai qu'on voit les grosses fédérations de foot, on entend beaucoup les fédérations aussi de sport collectif, de tennis aussi assez proactifs pour essayer, et on se rend compte que c'est quand même une affaire de lobbying et que finalement si on ne se fait pas entendre et si on n'essaye pas de faire bouger les choses, il ne se passe rien. Sur ce segment-là, je suis totalement d'accord avec toi, à savoir que nous, aide individuelle en tant qu'événement, c'est ce que je viens de citer. Par contre, aide à l'extérieur pour que justement il y ait un poids auprès du ministère des Sports, pour que les choses soient, comment dirais-je, qu'on comprenne bien que les organisateurs d'événements, que les clubs et que tous les pratiquants ont vraiment besoin de soutien et ont besoin de mesures fortes d'accompagnement comme il y a eu sur d'autres secteurs d'activité. Là-dessus, on peut penser qu'on aurait aimé avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de soutien. Fred, dans les clubs, comment ça se passe? Est-ce que toi, comment tu vis ça en tant qu'entraîneur? Disons qu'au niveau du club, parce que je suis entraîneur, mais j'ai aussi des responsabilités au sein du bureau de la section athlétisme au Stade Français. Les relations avec la Fédé se cantonnent au strict minimum, c'est-à-dire qu'on a reçu, comme tout le monde, on va dire les recommandations pour la pratique et l'organisation des événements. Franchement, ça se cantonne là. Et c'est vrai que moi j'aurais aimé, je le dis assez clairement, et je l'ai exprimé à des gens que je peux connaître au sein de la fédération, que au niveau lobbying, opinion publique, on soit plus présent. Qu'on défende, excusez-moi de le dire comme ça, qu'on défende un peu plus le bout de gras sur l'organisation des événements, parce que voilà, même si heureusement on a quand même un certain nombre d'événements qui sont maintenus, on voit que globalement, si on devait faire des stats, et là je le fais au doigt mouillé, je pense que 90% quand même des courses ont été annulées. Voilà, et peut-être que s'il y avait eu une présence un peu plus active de la Fédération française d'athlétisme, peut-être qu'aussi un certain nombre d'organisateurs se disent tiens, on peut y aller parce que au moment peut-être où on va se faire un peu tirer dessus, ils seront aussi là pour nous défendre et défendre notre intérêt commun, parce que c'est ça derrière, parce que un des risques était plus que le risque vraiment médical, sanitaire, était un peu un risque de bad buzz, pour reprendre une expression qui m'a été glissée par un organisateur de course. Et c'était vraiment ça. Et si en cas de bad buzz, on se retrouve tout seul et c'est un peu, on est noyé dans la masse, et que les instances qui sont là quand même pour valoriser notre activité sportive ne répondent pas présent, on se dit on va pas prendre le risque parce qu'on va se retrouver tout seul, tout simplement. Je précise qu'on a convié la Fédération française d'athlétisme à cette émission et à prendre part à cet échange, mais qui n'ont pas répondu à notre sollicitation.
Jean-Philippe, comment ça se passe aujourd'hui si on participe à une course? À quel protocole on doit s'attendre? Tiens, un auditeur demain va s'inscrire à un semi-marathon. À quoi est-ce qu'il doit s'attendre en termes de mesures sanitaires? Comment ça se passe au niveau des SAS? Voilà, c'est quoi un petit peu ce que tu peux nous expliquer? À quoi on doit s'attendre? Alors, comme nous, on a annulé finalement assez tôt l'événement, on n'est finalement pas rentré vraiment à 100% dans tous ces protocoles. Donc, je suis peut-être pas le meilleur interlocuteur pour répondre de manière détaillée, mais il semblerait que sur les courses, donc le port du masque soit imposé dans les sas de départ, que quand c'est possible de faire une distanciation d'1 mètre minimum, de le porter avec soi sur son short ou sur son maillot et de le remettre à l'arrivée. Donc pas obligatoire pendant la course. Pas obligatoire pendant la course, logique, effectivement, c'est assez logique comme dans la pratique du quotidien. Ensuite, il y a beaucoup de choses aussi dans le cadre des retraits des dossards, puisque c'est là où il peut y avoir, on peut être dans des milieux confinés et c'est là où il y a du contact important. Donc il y a des réglementations et là c'est les réglementations des milieux clos avec le masque dans les circulations, des sens de circulation, tu le disais Maëva à l'INSEP. Donc là dans le retrait des dossards c'est pareil. Donc voilà, il y a un ensemble de mesures de cette nature qui sont finalement des mesures de bon sens. Il faut simplement que ces mesures ne conduisent pas à une annulation systématique. Ce que je pense, c'est que les annulations, elles ne sont pas forcément induites par les contraintes sanitaires qui ont été évoquées, les recommandations, mais plutôt par cette incertitude d'autorisation dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est, et bien évidemment les conséquences économiques et le fait d'être assuré ou pas, c'est vraiment ça qui gêne les organisateurs. Bon, écoutez, on va regarder ça de près en tout cas et on espère qu'on va pouvoir courir prochainement avec un dossard sur route. Maëva, toi, tu as quelque chose de prévu là prochainement en termes de compétition? Justement, la route. Un petit 10 km ou Ah ouais, on a eu la discussion hier avec l'entraîneur. Donc moi là, je suis dans une période où je change de discipline. Je vais m'orienter sur du 10 km, du semi et monter petit à petit sur marathon. Donc voilà, c'est une nouvelle Maëva qui va aller. Tu es cordialement invité aux 20 km de Paris. Avec immense plaisir. On a toujours beaucoup d'athlètes français que l'on invite et qui nous rejoignent. Donc c'est avec plaisir que nous t'accueillerons en 2021. Eh ben on espère. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant à la rubrique actualité. Est-ce que vous êtes OK? Pas de problème. Let's go. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité et je vous propose qu'on commence cette toute nouvelle rubrique en parlant de trail avec notamment un athlète, Pau Capel. Il a annoncé, il veut battre le record de l'UTMB en courant en moins de 20 heures sur le tracé officiel des 170 km autour du Mont Blanc et il a tenté cet exploit le 28 août dernier et malheureusement, malgré un staff impressionnant et des lèvres aguerries pour l'aider, il n'a pas réussi à battre le record détenu par François Daen en 19h01, 54 secondes, je crois obtenu en 2017 d'ailleurs. Fred, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que Pau Capel a les moyens aujourd'hui de décrocher ce record? C'est vrai qu'il impressionne en ce moment sur le circuit trail Pau Capel. Alors est-ce qu'il va le battre ce record de l'UTMB? Tôt ou tard, il sera battu. Est-ce qu'il sera battu par Pau Capel? J'en sais rien parce que en même temps, je suis pas son entraîneur, donc je sais pas concrètement ce qu'il fait. C'est difficile comme ça de juste me baser sur les séances qu'il peut publier pour dire il en est capable, il en est pas capable. Moi, je pars du principe que s'il le veut, vu la nature du champion que c'est, il doit pouvoir le faire. Mais voilà, je pourrais jamais dire à 100% que c'est sûr. Par contre, ce qui est un peu intéressant, je vais le dire comme ça, intéressant dans la démarche de Pau Capel, c'est que on s'oriente et le trail avait l'air un peu différent cela à une certaine époque du monde de la course sur route notamment. On s'oriente quand même sur une référence chronométrique. Longtemps, et je pense que la majorité des gens qui pratiquent le trail sont en dehors de cette référence-là en disant c'est avant tout le plaisir de courir dans la nature et on le partage totalement.
mais on voit bien qu'on s'oriente quand même sur, alors que ça soit sur l'UTMB ou sur d'autres parcours, voilà, des recherches de perf qui sont alors en référence, qui peuvent avoir une référence uniquement par rapport à un parcours donné, puisque les parcours sont très différents, mais j'ai l'impression, moi, sur un changement de paradigme ou même sur un certain nombre de coureurs qui sont pas forcément élites, qui ont fait une course sur tel type de parcours, se dire tiens, je vais y retourner, mais je vais retourner pour améliorer mon temps. Parce que la référence elle est là et je pense que c'est un changement alors je sais pas si on peut dire de culture parce que j'irai peut-être pas si loin, mais je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de le souligner. Xavier Thévenard aussi, au GR20, a tenté de battre le record du chrono. C'est vrai que le chrono, ça devient un enjeu dans le trail. Ça se professionnalise aussi beaucoup plus d'équipes de haut niveau. On va aller vers la performance alors, peut-être sur trail. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi En fait, je pense que il y a aussi le fait que, comme le disait Maëva tout à l'heure, il faut des objectifs. Et donc, pour s'entraîner, il faut des objectifs. Et donc, comme il n'y a pas de compétition, ou en tout cas très peu, il faut se créer des objectifs. Donc le fait de faire un objectif chronométrique sur une distance, mythique ou sur quelque chose qui est très médiatique, ça a plein d'objectifs à la fois sportifs, de communication, et donc les coureurs vont dans ce sens-là. Est-ce que ça va durer dans le temps quand les événements reprendront probablement, mais avec moins de prégnance. Après, sur le record, est-ce qu'il va battre le record ? Les conditions de course sont toujours propices à battre des records, et le faire tout seul, même avec des pacers, c'est pas. Il n'y a pas l'adrénaline. Voilà, il n'y a pas forcément la même adrénaline. C'est plus Maëva qui peut nous le dire. Et donc, c'est plus compliqué de le faire dans cette situation-là. Autre actualité bouillante de cette fin d'été, c'est les championnats de France du 10 000 mètres, où là, on a assisté à une avalanche de performances. C'est Florian Carvalho qui a décroché le titre de champion de France du 10 000 à passer en, tenez-vous bien, 28 minutes 04-05 devant Fabien Palco, 28-7, et Mehdi Frère en 28-8. Et à noter que 8 athlètes ont fini la course sous les 29 minutes. Chez les femmes, énorme spectacle également. C'est Samira Medzegran qui a remporté le titre avec un chrono aussi impressionnant de 32 minutes 37-35 et 8 filles aussi sous les 35 minutes. Bref, un tel niveau de performance n'était pas arrivé depuis très très longtemps sur un championnat de France. Alors est-ce que finalement la piste, ce serait pas le grand gagnant de cette crise sanitaire liée au coronavirus, avec ces chronos qui explosent et tous ces athlètes qui reviennent sur les pistes? Qu'est-ce que tu en penses, Maëva? Mais comme cela a été mentionné tout à l'heure, la piste, c'est quasiment les seules, les courses sur piste sont les seules courses quasiment autorisées en ce moment. Donc forcément, il y a un intérêt. On disait tout à l'heure également qu'il y avait de plus en plus de meetings en Île-de-France et beaucoup de participants. Donc oui, là, il y a un intérêt pour la piste. Et puis, je pense que cette période de confinement, étonnamment, elle aura énormément fait de bien psychologiquement aux athlètes qui ont cette envie et cette frustration prenant le départ de chaque course. 8 athlètes sous les 29 minutes en France, Fred, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je pense que c'est génial. Déjà, je suis super content. Mais il y a une autre problématique. Alors déjà, effectivement, il y avait plus trop de courses sur route. Donc, tous les athlètes se sont un peu, on va dire, concentrés sur l'événement qui a lieu, parce que au-delà de ce nombre-là, le nombre de participants a été limité, parce qu'il y a tellement de gens qui s'inscrivaient. Chez les hommes, il y a eu 8 séries. Il y a eu 8 séries, on n'avait pas vu ça depuis. La problématique du 10 000 en France, c'est que longtemps, les championnats de France étaient placés au printemps. Alors les athlètes sortent des crosses et après ils se disent on va passer sur la piste. De manière assez paradoxale, le titre de champion de France de 10 000 mètres n'est pas couru dans le cadre des championnats de France élite sur piste, alors que c'est quand même une course élite. Et là, finalement, c'était tellement détaché qu'on a vu que si on donnait l'importance à cet événement qu'il mérite, les athlètes répondaient présents, tout simplement. Alors, moi, un de mes grands souhaits, c'est d'un jour voir le 10 000 mètres dans le cadre des championnats de France élite qui ont lieu classiquement et qui rassemblent toutes les disciplines jusqu'aux 5 000 en fait. Retransmis à la télé aussi, parce qu'on sait que c'est important médiatiquement pour les athlètes d'avoir de la visibilité.
Autre performance à noter, il n'y a pas que sur 10 000 mètres piste qu'on a vu des très beaux chronos, aussi sur 3 000 mètres steeple. Et notamment, on peut noter la performance de Jimmy Gressier qui faisait ses premiers pas sur 3 000 steeple au meeting national de l'Est lyonnais. Il termine troisième de la course en 8:24:72 derrière Mehdi Bellage en 8:22 et l'impressionnant Louis Gilavert qui remporte la course et bat son record personnel en 8:21:05 à l'issue d'ailleurs de 2 attaques qui ont calmé tout le peloton. Bref, on a quand même l'impression que le 3000 mètres steeple, il est relancé en France avec une densité impressionnante de coureurs qui se bagarrent pour franchir les obstacles. Alors, est-ce que les cadors de la distance comme Bedrani ou encore Koal ont du souci à se faire avec l'arrivée de la nouvelle garde? Alors, pour ce qui est de Djilali Bedrani, je pense qu'il a quand même une marge, une grosse marge de manœuvre sur les poursuivants. N'oublions pas Maïeddine Mekissi, qui se prépare pour les JO. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru puisqu'il était blessé, mais qui revient et qui, je pense, au moment T répondra présent. Johan que je connais bien et que j'apprécie. Très, très honnêtement, si on regarde les performances, oui, là, il y a du monde qui est passé devant. Sur les 2 dernières années, il est quand même à 10 secondes des chronos derrière des chronos qui ont été réalisés ce week-end-là. Mais il était tout seul aussi. Tu sais qu'il n'y avait pas d'effervescence sur le 3000 mètres voilà. steeple et qu'à un moment donné, tu t'endors un peu. Et du coup, voilà, c'est en tout cas alors le 3000 steeple, depuis un certain nombre d'années, les Français restent présents. Il y a eu Bob Tari, après Maïeddine Mekissi et Johan Koval. On a Djilali Bedrani qui est arrivé récemment. Et effectivement, là, il commence à y avoir une grosse densité sous les 8:30, parce qu'il y avait d'autres athlètes sous les 8:30 et d'autres athlètes français, notamment des athlètes qui ne sont pas des coureurs professionnels et qu'on félicite. Du coup, oui, je pense que ça peut donner une grosse bataille dans le cadre notamment de Tokyo 2021, si ça a lieu, et c'est plutôt pas mal. Alors, je dirais du souci à se faire, non. Mais ça, voilà, il va pas falloir se reposer sur les lauriers. Et évidemment, je pense que quand on est athlète de haut niveau, on aime aussi qu'il y ait une telle émulation, parce que, comme tu dis, ça évite de s'endormir sur ses lauriers. On sait que la qualif, maintenant, va falloir aller la chercher, et elle aura encore plus de saveur. T'en penses quoi, toi, Maïva? C'est vrai que chez les femmes, c'est encore un petit peu timide sur le 3000 mètres steeple, mais ça va peut-être arriver. On parle beaucoup des hommes, et je tiens à défendre ma position de steepleuse. Il y a eu aussi le record de France de Claire Palou, donc ma partenaire aussi d'entraînement. Grosse perf. Très grosse perf. Et voilà, la jeunesse arrive. Le 3000 mètres steeple, forcément, je pense qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une discipline où beaucoup de personnes ont envie de s'essayer parce que il y a des obstacles à franchir. C'est une course qui est quand même assez rythmée et atypique. Non, il y a une belle émulation, des jeunes qui ont envie d'essayer et c'est vraiment super de voir ça. Avec une belle marge de progression, en tout cas Jimmy Gressier, parce qu'on a vu que voilà, c'est ses premiers pas, ça piétinait un petit peu des fois. C'était son premier 3000 mètres steeple. Ça piétinait un petit peu des fois devant les barrières. Je pense qu'il a encore pas mal d'axes d'amélioration. Avec son chrono, il est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il a une belle marge de manœuvre. Athlète à suivre en tout cas. Autre actualité, c'est le marathon de Londres. Alors un marathon qui va avoir lieu, mais partie élite, avec un duel annoncé entre Bekele et Kipchoge. Vos pronostics, qu'est-ce que tu en penses toi, Fred? Tu vois qui gagnait à l'arrivée? Est-ce qu'on va avoir une belle course? Là, il y a peut-être même un record du monde, parce que des lièvres, ça va être une course fait montée pour la performance. Est-ce qu'on va avoir un record du monde là dans quelques jours? Alors peut-être que l'avenir va me faire mentir et là tout le monde me dira « Oh Fred, quel mauvais pronostiqueur ». Je ne crois pas à un record du monde sur cette course. On a vu sur les dernières grosses courses qui ont été montées que lorsqu'on met ensemble les meilleurs du monde, il s'agit de suprématie mondiale sur une course. Les athlètes ont plutôt tendance à se regarder qu'à se dire tiens, on se tire les uns les autres. Trop de confort, tu le confort. Non, et puis on se dit si à un moment je fais l'effort et que je me grille, ce qui va être important aujourd'hui, par exemple Bekele va se dire ce qui est important c'est que je fasse chuter Kipchoge et que je le batte parce qu'il est invaincu depuis un certain nombre de marathons. Et Kipchoge va se dire moi je peux pas me permettre de perdre aujourd'hui. J'y crois pas, ce qui veut pas dire que ça va pas arriver. Et donc ils vont pas suivre les lièvres. Pour toi, les lièvres, parce que l'organisateur, lui, son but c'est le record du monde, il va mettre les lièvres pour. Est-ce que les athlètes vont suivre les lièvres? Toi, tu penses que a priori non. Toi, tu paries plutôt sur ça. Ouais, moi je pense que donc une belle bagarre à l'arrivée, ça va être sympa à suivre. Non, je pense même si Bekele a fait un énorme marathon l'an dernier, qu'il l'a vu échouer à très peu du record du monde officiel de marathon.
Je pense que Kipchoge a une marge sur cette distance-là, sur l'ensemble des autres athlètes à l'heure actuelle, qui est telle que pour moi, il n'y a pas énormément de suspense sur cette course. Je pense que Kipchoge va la gagner. En plus, elle va se courir dans des circonstances très particulières, parce que c'est en gros presque sur circuit fermé, en boucle. C'est quand même... alors, Kipchoge est plus habitué, parce que c'est comme ça qu'il a battu le record du monde officieux du marathon. Les autres, on ne sait pas comment ils vont réagir. Maëva, tu vois qui, toi ? Un peu comme Fred. Je vais partir sur Kipchoge. Et toi, Jean-Philippe ? Eh bien, la raison et la logique voudraient que ça soit effectivement Kipchoge. Mais bon, comme je vais au mois de novembre prochain en Éthiopie et que Kenenisa Bekele est un peu comme moi, c'est un peu un ancien de la course à pied. Donc voilà, donc ça va effectivement être un mano à mano, je pense, de suprématie. Il n'y aura pas de record aussi, comme tu le disais, Fred. Et voilà, donc je vote Bekele. Mo Farah qui bat le record du monde de l'heure sur piste en parcourant 21 km 330 en 1 heure. Alors, ce record avait déjà été battu par un Norvégien qui n'avait pas été homologué parce qu'il portait de Nike Next % et qu'elles ne sont plus autorisées sur les compétitions. On peut pas dire que ce soit le record qui soit le plus prisé par le top mondial international. On va revoir Mo Farah. Ce sera également lors du marathon de Londres, mais réduit à faire le lièvre. Alors, est-ce que on sait qu'il a un contrat avec la BBC qui l'oblige à courir pendant 3 éditions? Ce sera sa dernière édition. Est-ce que finalement, voilà, ce rôle de lièvre qu'on lui a trouvé, c'est parce que tout simplement il n'a pas le niveau pour rivaliser avec un Bekele et un Kipchoge? Ça a été un peu une déception quand même, Mo Farah sur marathon. Alors, est-ce que finalement cette course, ce marathon de Londres, ce serait pas sa course d'adieu sur ces terres en Angleterre? Est-ce que on n'assisterait pas à la fin de Mo Farah avec une course d'adieu à Londres? Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Sa course d'adieu, j'irai peut-être pas jusque-là. La fin de ses ambitions sur marathon, je pense que c'était assez clair depuis le printemps, début d'année, où il avait clairement affiché qu'il allait à Tokyo sur 10 000 mètres. Il revient assez... Mais voilà, ça t'y croit aussi? Est-ce que franchement, il a aujourd'hui avec les Éthiopiens, les Kenyans, est-ce que... c'est surtout avec l'Ouganda Cheptegei, je pense que j'y crois beaucoup moins. Sur un championnat, après, les courses sont très particulières. Il a l'expérience, mais en tout cas sur marathon, même s'il a un chrono en 2h04 qui est un chrono plus que respectable, vu son standing international, il est loin de pouvoir se contenter d'être le 7e, 8e sur un marathon international. Il va pas aller gagner en 2h05 un marathon où il n'y a pas de vraie rivalité. Lorsqu'il y a la rivalité, les meilleurs, ils sont en 2h02, 2h03, donc il peut pas lutter. Donc je pense qu'à un moment, il y a eu la raison qu'il le ramène sur ses premiers amours. Souvent, on retourne là où on a été très performant. Comme tu dis, il y a une nouvelle garde, et notamment une nouvelle garde et au singulier en la personne de Cheptegei sur 5000, 10 000, qui va être dur à battre. Derrière, il veut reprendre le record d'Europe du semi-marathon à Julien Vanders. Donc maintenant, il a ses propres objectifs. Et sans porter offense à Mo Farah, il est aussi sur sa fin de carrière. Donc voilà, maintenant, je pense que pour finir sa carrière, il veut la finir de manière digne et en beauté. Donc il retourne là où il se sent le plus à l'aise, ayant compris que sur marathon, il n'arriverait peut-être pas à casser cette barrière des 2h03, 2h02. Autre performance stratosphérique, le record du monde du semi-marathon a été battu à Prague par la Kenyane Perez Jepchirchir qui s'est emparée du record en 1h05 34. Alors, ça a été un peu une opération marketing menée par Adidas pour promouvoir la chaussure Adidas Adizero Adios Pro, donc une chaussure équipée de plaques de carbone. Alors, ils ont tenté aussi le record masculin avec 2 coureurs sous les 59 minutes et une armada de lièvres. Malheureusement, la tentative a échoué. Alors, est-ce qu'après le marathon en moins de 2 heures, on va réussir à courir un semi-marathon en moins de 58 minutes? Ça me paraît énorme, moi, quand même. Bon, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça, mais effectivement, c'est une opération marketing, c'est clair. Peut-être plus Fred qui a
qui a étudié le cette sujet. course au record un petit peu avec ses chaussures, ça pose des questions aussi notamment sur le dopage, hein, parce que on parle souvent, on dit que la lutte de dopage est de plus en plus efficace. On voit quand même que les chronos, ils continuent encore à tomber. Alors soit les athlètes qui se dopaient avant étaient vraiment très peu performants et du coup ça marche, mais cette recherche, cette bagarre un peu du chrono, de la performance à tout prix, là on l'a vu sur le 5000 mètres, il y a des questions quand même qui se posent. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller chercher la performance pour la performance? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives qui peuvent exister? Les dérives, elles existeront toujours, puisque, alors effectivement, plus on va être sur le haut niveau, plus on va avoir de gens qui vont vouloir avoir recours à des méthodes illicites pour perfer. Mais on le voit que ça touche aussi tous les niveaux, donc on en avait parlé ensemble, Guillaume, hein, sur notre épisode spécial dopage. Je pense que c'est dans la nature de l'être humain de toujours vouloir aller plus vite, aller plus haut, aller plus loin. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il y aura cette recherche. Le record du monde actuel du semi-marathon est en 58,01. Donc pour moi, la barre des 58, elle va être battue, ça c'est sûr. Voilà, c'est la next step, c'est est-ce qu'un jour, surtout sans les chaussures à plaque de carbone. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'était sans chaussures à plaque de carbone. Est-ce qu'un jour ça sera moins de 55? Là, ça sera vraiment le gros coup, comme ça a été les moins de 2 heures sur marathon. Après voilà, ce sont à la fois des opérations marketing et des opérations de dépassement de soi. C'est un peu, moi, je fais aussi le parallèle lorsqu'une célèbre marque de boissons énergisantes avait fait sauter un Autrichien, je crois que son nom c'est Baumgartner, du haut de la limite de l'atmosphère. C'est aussi le dépassement de soi. C'est des choses. Alors effectivement, c'était lié à une opération marketing d'une boisson très particulière et très connue dans les sports extrêmes. Mais en même temps, c'est aussi ce type d'opération qui parfois permettent de dépasser certaines limites. Après, est-ce que c'est fait de manière licite ou pas? Voilà, moi j'espère que les contrôles seront bien menés afin qu'on le sache réellement. Mais voilà, je pense qu'aussi ça fait partie de la nature humaine de toujours aller plus loin. On a marché sur la Lune, on parle d'y retourner, et certains rêvent déjà et mettent tout en place d'aller visiter Mars. Et le jour où on aura atteint Mars, on dira on va encore plus loin. L'être humain est ainsi. Et si l'être humain n'avait pas été ainsi, je pense, entre guillemets, sans être caricatural, on vivrait toujours dans des grottes. Maëva, t'en penses quoi, toi, de cette chasse un petit peu au record, au chrono, aux performances, ce sport un petit peu spectacle qui devient un petit peu spectacle de plus en plus? On l'a vu encore récemment sur le meeting de Monaco. Toi, c'est quoi ta perception de tout ça? Forcément, ça crée l'audimat, ça amplifie la visibilité, mais je trouve ça vraiment dommage qu'on ait à se cacher derrière une marque pour faire briller une performance, en fait. Pour moi, l'essentiel de la performance, c'est tout le chemin qu'il y a derrière. Et ça, on ne le met pas suffisamment en avant aujourd'hui. Et je me pose vraiment la question, jusqu'où le corps humain va être capable de tenir malgré l'avancée de la technologie, des baskets, des plaques carbone et voilà, tous les intérêts qu'on peut avoir vis-à-vis de ce sujet. Voilà. Est-ce que le corps humain va tenir et est-ce que psychologiquement les athlètes aussi sont prêts à repousser des limites auxquelles on n'est pas forcément préparé aujourd'hui? Mais je rappellerai quand même, parce que là c'est pas pour défendre la marque à la virgule, mais que le record du monde de 10 km sur route a été battu avec des chaussures d'une marque concurrente sans plaque de carbone. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup d'études un peu farfelues qui sont sorties et des experts dans tous les coins. Voilà, certes il y a un avantage, mais des fois il faut peut-être pas non plus le surestimer non plus, parce que je trouve, et ce qui est dommageable, c'est que finalement, et c'est un peu ce que disait Maëva, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, tout le travail qu'il y a eu derrière, pour arriver à ce moment-là, à ce niveau de performance, est un peu gommé en disant ah bah c'est juste grâce à ces chaussures. Non, enfin voilà, il y a des gens très sérieux, si on reprend le record de Kipchoge, officieux des moins de 2 heures, qui ont eux indiqué que le fait d'être derrière une voiture et d'épaisseurs mis en triangle créait un tel effet de protection et d'appel d'air que finalement rien que ça devait lui permettre, d'après des études scientifiques, lui permettre de passer sous les 2 heures. Donc voilà,
qui dit vrai, qui dit faux, c'est compliqué, hein, tu vois. On aura l'occasion de revenir dans un Iron Café sur la question des plaques de carbone et l'avantage ou pas de ce type de chaussures sur la performance. On va attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours et on va essayer de prendre aussi un petit peu de recul pour vraiment pouvoir proposer un contenu qui soit objectif et de qualité. Autre performance ce week-end, Vincent Louis, champion du monde de triathlon à Hambourg. Alors c'était un petit peu particulier puisque tout s'est joué sur une seule étape. À saluer aussi la troisième place de Léo Bergère, donc deux Français sur le podium. Je pense que c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Chez les filles, 2 Françaises dans le top 15 mondial, Cassandre Beaugrand qui malheureusement chute à vélo sur un parcours quand même avec beaucoup de relance, donc assez particulier, qui laissait pas de place à la moindre faiblesse, et aussi Léonie Perriot qui se classe 12e. Voilà pour toute l'actualité course à pied de ces dernières semaines. Jean-Philippe, Maïva, Fred, un grand merci d'avoir répondu présent à cette invitation. J'espère pour tous nos auditeurs et auditrices que cette nouvelle émission vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux si c'est un format qui vous intéresse, si vous voulez qu'on poursuive ce type d'émission. Rendez-vous maintenant lundi prochain puisque dorénavant vous découvrez un nouvel épisode chaque lundi dans la tête d'un coureur. Un grand merci à Iron d'avoir rendu cet échange possible et de nous soutenir. Je vous dis à très vite. Salut à vous 3 et à très bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.